Nous allons effectivement poursuivre cette matinée avec une conférence et deux invités dont les parcours et l'histoire, les histoires vont nous embarquer dans le monde de la créativité, de l'audace, avec cette thématique de se réinventer, audace et créativité, les atouts phares d'une reconversion professionnelle réussie. Mesdames, je vous en prie, je vous laisse monter sur scène, parce que... Ah oui, merci Sève. Tu pouvais même poser tes affaires là-bas, tu seras mieux. Installez-vous. Oui. Et ensemble, nous allons parcourir ces univers de l'audace, de la créativité, de se réinventer. Bonjour, bienvenue. Emma, en quelques mots, donc, tu es l'auteur de « Je deviens le héros de ma vie, mon journal d'écriture thérapie ». Tu es la créatrice d'une conférence-spectacle Univers la lumière, en partenariat avec l'UNESCO. Tu es psychothérapeute, tu es coach, tu pratiques l'art-thérapie, tu es également comédienne. Voilà, je pense que le mot créativité, tu nous raconteras comment il résonne pour toi. Mais voilà, ça fait partie de ton champ de domaine et de thématiques au quotidien. Mathilde, tu es l'auteur du livre Après Ramallah. Tu es coach littéraire auprès de personnes ayant envie d'écrire ou en phase d'écriture. Tu es également coach de conférencière. Tu es spécialisée dans le storytelling et au-delà de ton livre, tu écris également des chroniques régulières que l'on peut retrouver sur ton site et sur les réseaux sociaux. Et voilà, des chroniques où tu choisis des thèmes que tu abordes et que tu parcours pour explorer. Donc je pense que la créativité est aussi quelque chose que tu vas nous transmettre et partager. On va tout au long de cette heure et faire connaissance avec vous. Là, j'ai donné quelques mots de qui vous étiez sur le papier. Maintenant, à travers ce que vous allez partager, vous allez nous raconter et on va en savoir plus sur vous, sur pourquoi vous vous retrouvez justement dans ces domaines. Et pour ça, j'aimerais déjà entrer dans le vif du sujet et vous demander... cette accroche démarre par se réinventer. Nous sommes là sur cette première matinée de 2 journées consacrées à la reconversion professionnelle, à la transition professionnelle. Alors, il y a toujours le mot professionnel qui est associé à la reconversion et à la transition, mais ce sont des transitions de vie. Et la vie, c'est l'ensemble. Hein. Il y a le professionnel et le personnel. Et alors, pour vous, spontanément, se réinventer, à quoi ça vous fait, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot-là? Comment ça résonne pour vous? Et qu'est-ce que cela signifie? On va l'allumer. Oui, tu pousses. Ouais. Eh bien d'abord, bonjour à toutes, ravie d'être à Nantes aujourd'hui avec vous. Ce mot réinventer, effectivement, moi ça me parle beaucoup. Comme vous, j'ai connu un moment de reconversion professionnelle, j'ai commencé dans le secteur des ONG, donc je faisais complètement autre chose. Et au-delà de la réinvention personnelle dont on va parler tout au long de cette session et que vous allez aborder au cours de ces 2 jours, je crois que c'est un enjeu pour l'humanité aujourd'hui. Vous le savez, on a quelques petits soucis écologiques importants. Et je crois qu'en fait, au-delà de la masse, c'est une opportunité incroyable de se réinventer, nous, êtres humains, dans nos rapports les uns avec les autres, sortir de dynamiques, de domination, de violence, trouver autre chose, trouver comment être heureux sans dominer, comment être heureux dans ce qu'on fait, comment être heureux dans notre rapport au monde. Ça y est, ça repart. Comment être heureux aussi dans nos rôles de parents. Donc le mot réinventer, je le mets à la fois pour les enjeux personnels qu'on a toutes à regarder dans nos vies, mais aussi comme un enjeu pour l'humanité en ce début de 21e siècle, de repenser notre rapport les uns aux autres et à la Terre. Voilà. Oh, mais ce qui est bien, c'est que quand on part de l'infiniment petit pour arriver tout de suite à l'infiniment grand, ça a fait relativiser aussi. Ça recontextualise
Je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu as vécu toi-même ce fait de devoir te réinventer. À quel moment de ta vie c'est arrivé et pourquoi ? Alors, ça arrivait très tôt. Il se trouve que j'ai fait des études où je me suis passionnée pour les conflits. Et dans mes rêves, quand j'avais 15, 16, 17, 18 ans, je voulais travailler à l'ONU et je voulais régler des questions de paix. Donc tout de suite, l'enjeu est assez gros. Et je me suis retrouvée dans un pays en guerre, après déjà avoir vécu en Asie, notamment en Inde, et donc être confrontée à d'autres réalités, à une grande pauvreté. Et je me suis retrouvée dans un pays en guerre. Et ça n'a pas été drôle du tout, évidemment. Je ne sais pas à quoi je l'imaginais, je crois que je surestimais globalement mes capacités, évidemment. Et donc là, je me suis pris en plein mon impuissance à travailler en ONG ou à l'ONU, de voir le côté parfois dérisoire de ces actions, même si c'est important. Je ne suis pas en train de critiquer le rôle des ONG et de l'ONU, mais moi, ce que je faisais là-dedans me semblait tout petit. Et j'ai fait une crise existentielle. Et pas qu'une question de crise psychologique, j'ai fait une crise existentielle. Je me suis dit, mais pourquoi on est sur Terre ? Qu'est-ce qu'on vient faire là ? Si c'est pour, encore une fois, se faire la guerre et tous mourir, enfin, ça sert à quoi ? Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à écrire. Dans ce contexte-là où j'ai senti qu'on ne pouvait pas faire grand-chose sur des grands équilibres, mais on pouvait raconter, on pouvait témoigner, et on pouvait créer des ponts d'empathie entre moi qui écrivais et qui parlais de la réalité des gens sur le terrain, donc j'étais au Moyen-Orient, et d'autres gens qui un jour allaient lire mon livre, et je me suis dit que voilà, c'était le premier pas, c'était de créer ce lien-là de compassion, d'empathie, pour voir qu'on pouvait vivre d'autres situations. Et puis moi, quand je suis rentrée en France, au-delà de cette question de me mettre à écrire, je me suis dit que j'étais incapable d'aller travailler encore dans une ONG, et à l'ONU, et puis aller au Darfour, et puis je sais pas où en Irak. Je me suis dit que j'allais mourir en fait, parce que j'allais être au mauvais endroit au mauvais moment, portée par des idéaux sûrement pas tout à fait adéquates. Et donc je me suis dit, il faut me réinventer. Et c'est là où j'ai commencé tout un parcours pour me former sur d'autres choses, pour fréquenter des ateliers d'écriture, puis en animer, me former au coaching. Voilà. Et donc j'ai développé mon propre parcours qui a été d'écrire et d'accompagner d'autres personnes dans l'écriture, et puis aller me construire aussi moi, puisqu'on en reparlera, mais si je me suis retrouvée dans un pays en guerre, c'est pas tout à fait étranger à ma propre trajectoire familiale et à l'histoire de ma grand-mère qui a vécu aussi des choses terribles pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc d'aller regarder tout ça aussi et trouver des outils, moi en tant que personne, pour trouver ma force, mes ressources, et aller faire ce que j'avais à faire dans la vie. Voilà. Emma, on va enchaîner, mais Mathilde, juste avant, pardon, j'aime bien faire des petits twists. Le jeu des micros qui dansent. Juste à ce moment-là, quand tu t'aperçois que ce que tu as projeté dans tes envies, dans tes rêves certainement, est la réalité de ce que tu vis et de comment tu le vis, tu as quel âge ? Je suis très jeune, j'ai même pas 23 ans. Donc la reconversion se fait très vite, et elle n'est pas évidente aussi. C'est peut-être important un point. J'ai mis des années à trouver le chemin, et ça m'a pris du temps de me reformer sur d'autres choses. Donc c'est pas forcément en un claquement de doigts, et c'est bon de savoir aussi en fait, et voilà, de savoir que ok, vous êtes peut-être dans une période difficile et que ça va peut-être durer un petit moment, mais au bout là il y a la lumière. Vraiment, j'y crois. Bon, moi je vais rebondir peut-être là-dessus. Alors, on va déjà, effectivement, mais te découvrir aussi à travers justement cet enjeu de se réinventer, mais effectivement aussitôt associé à la lumière qui est l'une de tes thématiques. Alors moi, mon parcours, c'est pas vraiment un parcours de reconversion professionnelle comme on l'entend, c'est-à-dire je fais une chose et puis ensuite je change et je fais un 360 et puis je pars sur autre chose. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est plutôt une espèce de millefeuille de tas de petites choses différentes que j'ai faites. Donc moi, j'ai d'abord fait des études de philo sur lesquelles pendant que je faisais des études de philo, j'ai quand même écrit un mémoire sur la lumière, et qui n'est pas du tout en lien avec la philosophie des Lumières, mais plutôt avec le banquet de Platon. Et puis, en faisant mes études de philo, en même temps, je voulais faire du théâtre, donc je suis devenue comédienne. Et puis, à l'occasion d'une rencontre avec un metteur en scène, qui était en même temps psychanalyste, moi-même étant en thérapie depuis l'âge de 18 ans pour des raisons personnelles, eh bien, je suis devenue psychanalyste, psychothérapeute.
Donc, je me suis formée avec lui. Enfin, je vous la fais courte, mais voilà. Et en fait, mon parcours aujourd'hui, c'est plutôt d'accepter en fait toutes mes différentes casquettes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me disais, oh là là, il faut surtout pas que je dise aux gens avec qui je travaille en tant qu'actrice et auteur, parce que j'étais aussi scénariste pour la télé, quand je fais de la psy à côté, ou inversement. C'était très compliqué en fait, parce que j'avais peur que les gens ne comprennent pas, ils ont tendance à vous mettre dans des étiquettes. Donc ils se disent, comment elle peut faire tout ça, comment elle peut être bien dans tout ça, enfin voilà. Et il se trouve que pendant un temps, quand j'ai arrêté de jouer et d'écrire, j'ai eu 2 enfants, autre forme de créativité très intéressante, n'est-ce pas? Et puis, il y a 2 ans de ça, pour revenir un peu sur ce que tu disais, c'est-à-dire qu'à la lumière justement de plein de choses, du fait que je trouve que les gens ne vont pas bien, que les gens ne se parlent pas, qu'il n'y a pas suffisamment de philosophie au cœur de la cité. Et donc, je suis allée voir la maire de mon arrondissement et j'ai dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on se parle. Et donc, j'ai proposé une espèce de journée, un peu comme aujourd'hui, où on allait discuter philo. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, non, mais il faut trouver une thématique. Et j'ai proposé la lumière, qui n'est pas une thématique a priori comme ça philosophique, comme la liberté, la mort ou je ne sais quoi. Et je me suis dit, ce qui est génial avec la lumière, c'est qu'on est tous concernés. Parce que les étoiles, le soleil, eh bien, ça nous concerne tout un chacun. Et à ce moment-là, la maire du 9e arrondissement de Paris est revenue vers moi en me disant, je ne sais pas si vous savez, mais l'UNESCO lance une première journée internationale de la lumière dans 6 mois. Donc ce serait bien qu'on fasse quelque chose. Et j'ai dit, ok, mais on ne va pas avoir le temps d'organiser tout un salon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, j'ai réuni toutes mes casquettes et je me suis dit, moi je veux faire un spectacle. Et donc j'ai créé un spectacle autour de cette notion de lumière, mais un petit peu comme toi, en fait, ce que j'avais envie, c'était de rassembler. Donc j'avais envie de parler de la lumière vue par les photographes, vue par les peintres, vue par les astrophysiciens. Donc j'ai rencontré des astrophysiciens et on a parlé d'étoiles. Et j'ai appris des choses passionnantes, comme le fait que tous ici, nous sommes faits de poussière d'étoiles, puisque les atomes de notre corps, en fait, c'est de la poussière d'étoiles. Donc, je trouve ça absolument magnifique. Et ce que j'avais envie, ce qui est le message de cette conférence spectacle, parce qu'on apprend plein de choses, et en même temps, ma démarche à moi, c'était de me dire, on a tous une petite lumière à l'intérieur de soi, et ce serait bien non seulement de l'allumer, mais de la faire rayonner, parce que ensemble, on peut faire plein de choses. Et alors, ça a été un challenge de malade, parce que quand on m'a dit oui, en fait, j'avais pas une ligne de texte. J'étais pas montée sur scène depuis 7 ans. Et donc ça, c'était au mois de novembre, et j'ai joué le spectacle le 17 mai. Donc il fallait que je tienne une salle de spectacle de 350 places. En fait, il y avait 500 personnes le jour dit. Et voilà. Et donc, je me suis un petit peu lancée. Mais juste tout ça pour dire que ce qui est important, c'est vraiment ce qu'on a envie de transmettre et faire sur cette terre et peut-être faire ensemble. Voilà. Heureusement que j'ai demandé ce qui est se réinventer. Pardon. Nous sommes déjà partis dans un voyage fantastique. Merci Emma. Non, c'était les questions de la lumière, ça m'a pouf. Bouleversée. Mais c'est une forme de réinvention. Exactement. En tout cas, ce qui apparaît déjà l'une comme l'autre, c'est qu'il y a autant de formes derrière ce mot que de personnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné de sa vie, on peut se retrouver à se réinventer en faisant un virage à 360 degrés, comme ça peut être quelque chose de continu, plus ou moins fluide, parce que continu ne veut pas dire que c'est forcément fluide non plus, mais qu'en tout cas, là aussi, c'est une évolution, c'est un parcours, c'est un cheminement, et que cela dépend profondément de qui nous sommes, de nos personnalités, de nos goûts, et de comment nous les avons développés depuis notre naissance, tout simplement aussi. Alors nous-mêmes, mais avec notre environnement. C'est quelque chose qui participe activement dans ce que l'on va être. Par rapport à tout ça, on va déjà explorer comme ça ces premiers mots, et puis on va cheminer ensemble.
Quand je vous ai donné le thème de la conférence, vous avez accepté aussitôt. Et parce que le mot, justement, notamment créativité, représentait beaucoup pour vous. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce mot? Parce qu'aujourd'hui, on le voit beaucoup. Parfois, il peut être galvaudé, un peu comme certains mots qu'on retrouve de plus en plus, comme la bienveillance. Mais quand on repart à l'essence même de ce mot, et je sais que vous aimez les mots en tant que tels, qu'est-ce que, Emma, pour toi, la créativité à l'état pur? Je dirais que la créativité, c'est une forme d'invention, de réinvention. C'est-à-dire, on peut partir de n'importe quoi, en fait. La créativité, elle concerne ce que Freud, alors je suis psy, donc forcément j'ai quelques références de ce côté-là, mais appelait la sublimation. En fait, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, on est agi par une double pulsion, la pulsion de vie, qu'il considère comme étant la pulsion sexuelle, mais au sens large, et puis la pulsion de mort. Donc, et on est traversé par ça. On est traversé par ça parce que on a quand même un horizon qui est celui de la mort. C'est pas forcément réjouissant, mais ça peut l'être, dans le sens où ça peut nous amener justement à nous jeter dans le monde, à nous projeter et à créer. Et comment on peut faire ça? En sublimant. C'est-à-dire qu'on va trouver des médias, des détours, en fait, pour pouvoir exprimer notre être au monde. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'on est tous ici, dans cette salle, chacune et chacun d'entre vous, exceptionnels, au sens premier du terme. C'est-à-dire que nous sommes tous une exception. Je veux dire, il n'y a pas une autre personne dans le monde qui est comme vous, qui a la même histoire, avec les mêmes parents, qui vit la même chose à chaque instant. Ça n'existe pas, en fait. Et ça, c'est extraordinaire. Enfin, moi, ça m'émeut beaucoup. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir, à travers n'importe quelle forme, n'importe quel média, en fait, pouvoir exprimer cette exception si particulière. Et alors, quand je dis média, ça peut être de l'écriture, ça peut être du théâtre, ça peut être du dessin, ça peut être de la peinture, mais ça peut être du sport, ça peut être également de la cuisine, de la décoration, de la transmission, donc de l'échange. Et tout ça, pour moi, c'est de la créativité. La créativité, c'est faire de quelque chose qui est peut-être informe, lui donner une forme à travers une forme, un média particulier, et avec notre regard si personnel porté sur le monde. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est d'être au plus près de soi, parce qu'au plus près de soi, il y a la rencontre avec tous les autres, en fait. Plus on est personnel dans sa créativité, dans sa façon d'être au monde, plus finalement on est humain, et plus en même temps on est exceptionnel, et plus on a de possibilités de rencontrer l'universel. Donc voilà. Merci Emma. Mathilde, pour toi, la créativité. Alors, pour moi, la perspective sur la créativité, elle est un petit peu différente. C'est un mot avec lequel j'ai beaucoup bataillé au début. Parce que je me sentais pas spécialement une âme d'artiste. Je suis pas du tout bricoleuse, je sais pas dessiner. J'adore chanter, mais vraiment sous la douche. Personne n'a tellement envie de m'entendre, enfin pour l'instant. Voilà, j'étais pas une super danseuse. Et du coup, je savais pas trop en quoi en faire de ce mot. Je me disais créativité, création. Et puis même pour moi, l'écriture, c'est être à l'écoute des histoires qu'on porte, plus qu'un truc... Voilà, j'ai pas une écriture à la Tolkien qui est d'inventer un monde, donc ça me semblait un peu loin en fait ce mot. Et en fait, j'ai fait tout un chemin avec ce mot parce que c'est là où je rejoins Emma. En fait, pour moi, la créativité, c'est notre pouvoir d'action. C'est un endroit où on exprime notre liberté en faisant du neuf, en faisant quelque chose qui n'a pas déjà été fait par nos parents, par nos familles, par notre milieu social, par plein de choses qu'on nous a dit de faire. Et du coup, ça peut passer par des choses en cuisine, et c'est super. Ça peut passer par de la peinture, du bricolage, chanter, danser, écrire. Mais c'est aussi créer son entreprise, monter un projet dans une assoce, un projet éducatif ou créer un potager. Enfin voilà, la créativité, pour moi, c'est ce pouvoir d'action qu'on nous avons tous, êtres humains, de faire quelque chose qui nous ressemble et d'avoir un impact dans le monde. Voilà. Comment, quand on est dans une période de remise en question où il y a mille et une, justement, peurs, il y a les doutes, il y a toutes ces questions qui nous traversent du matin au soir, comment on fait pour, à ce moment-là,
se connecter ou se reconnecter ou rencontrer sa créativité? Comment on fait pour l'explorer alors qu'on est dans une période de plus grande fragilité et que souvent on a moins de force, on a moins d'énergie? Une fois qu'on l'a retrouvée, en général, c'est elle qui après nous rebooste, mais comment ça se passe parce qu'on se dit, super, j'ai très envie d'être... Même on rêve de retrouver, c'est un mot où on se dit, mais je voudrais être créatif, je voudrais y arriver, je voudrais avoir une idée, je voudrais savoir, je voudrais... Ah, on est dans le néant à ce moment-là. Alors, je reprendrai l'idée de Julia Cameron, qui est une autrice américaine, qui était scénariste, qui a fait plein de choses et qui a un petit bouquin qui s'appelle « Libérez votre créativité », que vous pourrez trouver partout si ça vous intéresse. Et elle parle de la technique de petits pas, en fait. Justement, ça peut être d'aller planter une plante sur son balcon alors qu'on n'a pas du tout la main verte, mais parce qu'on a envie de voir si on est capable. Et on n'a pas une tonne de temps, mais ça, on peut faire, en fait. Ou ça peut être de tester un nouveau plat, ou de se mettre à dessiner alors qu'on n'a pas dessiné depuis nos 12 ans. Et de faire confiance au processus, en fait. En amorçant une expérience neuve, et une expérience neuve sans enjeu d'ailleurs, parce qu'au début, dessiner, ça peut mener à rien du tout, faire un collage, qu'il y aura des idées qui vont venir, en fait. Et donc, de commencer à mettre de la nouveauté dans notre vie fait que d'autres choses vont venir. Déjà, on va trouver nos ressources, on va peut-être trouver un peu de joie. Ça ne veut pas forcément dire, c'est pas parce que vous dessinez et que vous commencez à prendre du plaisir que vous allez être dessinatrice professionnelle. Mais vous retrouvez de la joie, vous reconnectez à une partie de vous-même, et puis du coup, ça devient une ressource. Et puis quand vous dessinez, vous avez d'autres idées, et tout d'un coup, vous dites, tiens, mais je pourrais peut-être faire ça, en fait. Je pourrais peut-être proposer ça, je pourrais peut-être chercher du boulot dans ce secteur-là. Donc c'est vraiment de se donner le droit d'aller dans faire des expériences qu'on n'a jamais fait, aller dans des domaines qu'on n'a jamais fait, par du neuf, que ce soit du jardinage ou de l'artistique, et puis aussi ne pas hésiter à rejoindre d'autres gens, parce que c'est ça aussi qui est difficile quand on est en reconversion, c'est qu'on est seul. Donc peut-être aller faire un atelier de jardinage dans son quartier avec une assoce, ou aller à une chorale, ou voilà, aussi se mettre à retrouver d'autres gens autour de choses créatives, en ayant confiance que ça va nourrir le terreau à l'intérieur de soi. C'est s'autoriser à se faire du bien, à se vouloir du bien. Et finalement, on enclenche un processus. C'est ça, c'est se faire du bien et chercher du neuf aussi, en fait. Il y a vraiment cette idée-là aussi, pour éclore complètement là où vous devez éclore, faites d'autres expériences. Allez dans des... Enfin voilà, moi ça me semble intéressant et c'est quelque chose que je continue à appliquer à moi-même. J'essaye de faire régulièrement des choses neuves pour voir ce que ça amène comme idée. Voilà. Emma ? Oui, alors moi j'ai envie de dire, il y a plusieurs possibilités. Enfin, je rejoins tout ce que tu as dit. La première chose, quand on va pas bien, tu disais s'autoriser à faire des choses, on peut s'autoriser à ne pas aller bien. Autoriser, en plus, c'est le même mot que auteur, donc c'est la même racine et je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on s'autorise, déjà, on devient, entre guillemets, l'autrice de sa propre vie. On arrête de subir. Et donc la première chose à faire, c'est ok, je vais pas bien, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'être en colère. Ce sont de bonnes choses, en fait. Les émotions sont des bonnes choses. Surtout quand on va l'utiliser après d'un point de vue créatif. Donc d'abord, il faut accepter de sentir et accepter de se reposer. Je veux dire, quand je vais pas bien, c'est ok, je me repose. Dans une société qui veut absolument de la performance, c'est très compliqué. Mais je crois que c'est essentiel. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en effet, la méthode des petits pas, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'accompagne des gens qui sont parfois en burn-out ou en dépression. La première chose à faire, c'est des petites choses. Ça peut être juste sortir dans la rue 5 minutes. Ça fait du bien. Voilà, j'ai accompagné, je pense à quelqu'un que j'accompagne depuis 3 ans. Et au départ, c'était quelqu'un qui allait vraiment, vraiment, vraiment très, très mal. Enfin, quand je dis très très mal, suicidaire, quoi. Et on y est allé mollo, on y est allé tranquille. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va bien, qui m'a même envoyé un petit texto il y a 15 jours en me disant « Tu sais, je ne me rappelle même pas la dernière fois où j'ai eu des pensées auto-dénigrantes. » Et là, je me suis dit « Yes !» Donc voilà. D'abord, se faire du bien, s'écouter. Voilà. Ensuite, y aller doucement. Et puis, pourquoi pas se faire accompagner. Donc, alors ça peut être se faire accompagner par un coach, se faire accompagner par un psy, mais aller dans un groupe de parole, échanger avec des gens, demander à un très ou une très bonne amie, écoute, est-ce que je peux compter sur toi et est-ce que tu peux me booster un petit peu, ça peut être ça.
Je crois que c'est vraiment le démarrage. Et puis ça peut être aussi utiliser le livre dont tu as parlé ou le mien. Je vais faire un peu d'autopromo. Qui est un bouquin, mon journal d'écriture thérapie, qui est un bouquin dans lequel, en fait, c'est un cahier, en fait, dans lequel vous pouvez écrire des petites choses à l'intérieur et vous auto-aider vous-même à ce rythme-là. Et c'est déjà une première démarche. Et puis, vous pouvez aussi regarder des conférences inspirantes, comme fait Sandrine, voilà. Mais surtout, être bienveillant avec soi, en fait. Parce que c'est comme ça que les choses vont petit à petit se mettre en place et accepter, en effet, de faire des petites choses nouvelles, mais toutes petites. C'est comme quand on apprend à courir, en fait, ou quand on apprend à marcher. Moi, c'est ce que je disais, et puis après, je te relaisse la parole, mais c'est ce que je disais à ma fille. J'ai une petite fille de 6 ans et qui veut faire de la danse. Et elle voulait absolument faire le grand écart. Ça, c'était il y a un peu plus d'1 an. Et elle essayait, puis elle n'y arrivait pas. Puis elle se mettait en colère, en fait. Puis elle pleurait, etc. Et je lui ai dit, mais tu as le droit d'être en colère et tu as le droit de pleurer, il n'y a pas de problème. Mais tu sais quoi ? Essaye tous les jours un petit peu. Essaye tous les jours un petit peu. Au début, on est toujours nul. C'est toujours le cas. Donc, 6 mois plus tard, elle faisait le grand écart. Et maintenant, elle le fait dans les 2 sens. Et donc, elle s'est mise à la danse classique. Et puis, elle m'a dit, je veux faire du hip-hop. Et hier, je l'accompagne au hip-hop. Et la semaine dernière, elle n'a pas voulu danser. Parce que hip-hop et danse classique, c'est pas du tout le même système, quoi. Donc, c'était galère. Et puis, je lui ai dit, pareil, c'est comme pour le grand écart. Essaye, tu fais un tout petit peu. Et elle a commencé à faire juste des petits pas comme ça et tout. Et à la fin de la séance, elle faisait la choré. Et elle me dit, tu vois, maman, j'y arrive. T'as raison. L'échec, c'est rien, en fait. C'est que des étapes pour arriver à ce qu'on veut. Et je crois vraiment que ça, c'est essentiel. Et quand on va pas bien, on accepte de pas aller bien. C'est pas grave. De toute façon, on est tous nuls au départ. Donc, ça, c'est la vérité. Il n'y a personne qui est bon tout de suite. Tout est à apprendre, de toute façon. C'est l'intérêt Absolument. aussi dans la vie. Tout à fait. Puis c'est cool. En fait, c'est rigolo. Non, mais je veux dire, faut prendre ça avec beaucoup plus de légèreté, en fait. Faut accepter de s'amuser et de prendre du plaisir. Accepter d'aller mal et ensuite de s'amuser et de prendre du plaisir. Ça rejoignait ce que tu disais aussi sur faire, finalement, trouver une activité à côté. Quand on est notamment obsédé par un enjeu. Et le boulot, c'est quelque chose de vital, vu que c'est quand même ce qui va nous permettre de payer le loyer, payer les factures, c'est primordial. En fait, souvent, c'est là où on ne s'autorise plus à prendre un petit temps, alors ou pour soi, pour ses propres émotions, ou pour se lancer dans une activité. On se réduit financièrement, donc vraiment, on restreint tout son champ potentiel de ressources, alors que finalement, c'est la période dans laquelle, si je vous suis, c'est le moment où il faut réussir à se dire « Ok, je prends un temps pour moi. Si je n'ai pas les moyens, parce que je ne veux pas me l'autoriser à faire une activité, je vais aller lire, j'adore lire, prendre un livre dans un parc et je vais juste me déconnecter pendant un moment de ce qui m'obsède et de mes peurs, de mon prendre un rendez-vous à la BGE, à Pôle emploi ou même sur un salon, parce que c'est angoissant tout ça. En fait, il faut réussir à... c'est déjà avoir l'audace de s'autoriser à ces petits moments qui vont nous reconnecter à une créativité, à des ressources intérieures. Oui, moi je crois à ça. Après, effectivement, j'ai envie quand même de rebondir sur ce que disait Emma. Moi, je crois beaucoup à l'accompagnement. En fait, il y a des choses qu'on peut faire seul et c'est important d'aller. On peut emprunter des bouquins à la bibliothèque, on peut jardiner, tout ça. Et c'est bien de le faire. Et en même temps, moi, pour être honnête, dans mon propre parcours, j'ai beaucoup été accompagnée. J'ai beaucoup fait de thérapie, j'ai beaucoup fait de coaching. Pour apprendre mon métier d'autrice, j'ai fréquenté des ateliers d'écriture. Il y a tout un processus d'apprentissage sur plein de choses. Et être humain, c'est un processus d'apprentissage. Et pour ça, on n'a pas toujours toutes les réponses toutes seules. En fait, c'est aussi une croyance qu'on peut avoir, et beaucoup dans nos sociétés, où il faut tout savoir faire, il faut être forte. Et donc, il faudrait avoir la solution. Et parfois, on ne l'a pas, en fait. Et on a besoin de quelqu'un, au moins, qui ne va pas forcément nous donner la solution, mais qui va nous poser les bonnes questions pour nous aider à la trouver en nous. Donc moi, je crois à l'accompagnement.
beaucoup pour les périodes de transition, de plein de manières que ce soit. Il y a plein de ressources aussi, il y a beaucoup plus de ressources qu'on pense, parce qu'effectivement, on n'a pas toujours des budgets énormes dans ces périodes-là, mais il y a des espaces, il faut se renseigner, il y a des espaces où on peut trouver des ressources. Une journée comme aujourd'hui, il y a des coachs. Voilà, il y a plusieurs options. Voilà, et trouver la bonne façon. Est-ce que c'est du coaching? Est-ce que c'est de la thérapie? Et quel coaching? Et quelle thérapie? Est-ce qu'on travaille sur sa lignée familiale aussi, qui est quelque chose qui est extrêmement importante pour moi, parce que souvent, en fait, on est dans des périodes de transition, parce que ça résonne aussi avec l'histoire d'un de nos parents, de nos grands-parents, mais aussi de tantes et oncles. On est aussi le fruit d'un système familial, et du coup parfois ce qu'on vit est aussi en écho à ce que d'autres membres de notre famille ont vécu à d'autres moments, et donc de rêves frustrés ou de projets qui n'ont pas pu marcher. Il y a parfois un message à entendre dans ce qu'on traverse et qu'il faut mettre en lien avec d'autres choses qui ont été vécues à d'autres endroits de l'arbre de la famille. Voilà, donc il y a c'est une vraie enquête à faire en fait. Parce oui, que ça, on en parle rarement, on en entend peu souvent parler, mais en fait, effectivement, toi, c'est quelque chose sur lequel tu travailles beaucoup, sur ce phénomène de se dire, c'est en résonance avec quelque chose qui participe de mon histoire, mais dont je n'ai pas forcément conscience, oui, mais qui existe, qui est là. Alors, effectivement, moi, je trouve qu'on connaît très mal nos familles, finalement. Enfin, même nos parents, en fait, on peut s'engueuler beaucoup avec eux ou les adorer, mais qui ils sont vraiment, finalement? Est-ce qu'on sait de quoi ils sont porteurs, en fait? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment vécu dans leur vie, et par exemple, avant qu'on arrive, en fait? Et alors, si on parle des grands-parents, bah, voilà, c'est encore plus vague. Si on parle des oncles et tantes ou des arrière-grands-parents. Et en fait... Et je crois que ça fait partie d'une partie du boulot aussi pour savoir qui on est, c'est de savoir de quelle histoire on est porteur, en fait, porteuse. Et du coup, c'est effectivement tout ce magma d'histoires qui coule dans nos veines, qui sont les histoires des autres membres de nos familles, qu'il est bon d'aller regarder. Alors, il y a plein de façons de faire. Peut-être vous avez entendu parler de constellation familiale, peut-être que vous avez entendu parler de psychothérapie transgénérationnelle, voilà, mais peut-être ça peut commencer juste à aller interroger vos parents. Est-ce que, tiens maman, est-ce que tu as été heureuse? Ou c'est quoi ta plus grande fierté? Ou qu'est-ce que tu as fait dans le monde professionnel qui t'a plu? Toi papa, est-ce que tu peux me parler d'un de tes échecs? Comment tu as rebondi? Pourquoi tu as décidé de faire ça? Et puis d'aller interroger un peu autour de soi pour voir aussi, voilà, comment tout le monde s'est débrouillé avec ça, et aussi les échos que ça peut avoir dans nos vies, parce que parfois, on a, je sais pas, un membre de notre famille qui n'a pas pu, parce que tout d'un coup est arrivé, je sais pas moi, la mort, le décès d'un de ses parents, il n'a pas pu faire les études qu'il voulait, il n'a pas pu prendre la route qu'il voulait, et du coup, bah, il a vécu à moitié après. Et du coup, nous-mêmes, on hérite d'un truc où on ne se donne pas le droit de faire complètement ce qu'on a envie de faire, parce qu'il y aurait comme une interdiction quelque part qui empêcherait d'aller vers ce qu'on veut. Et donc, ça, il faut la connaître. Ça peut être aussi des gens qui ont des parents très autoritaires et qui, du coup, ont toujours obéi à leurs parents, et puis qui se retrouvent, après avoir fait des études et passé des concours et suivi une ligne, comme obéir toujours, et puis ils se retrouvent à un moment, ils sont plus bien, parce qu'ils ont à trouver leur liberté en fait. Et du coup, faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a vécu, quel schéma on peut être en train de reproduire pour pouvoir faire un pas de côté. Mais c'est vrai que pour faire ce pas de côté, je crois d'abord qu'il faut connaître et avoir la lucidité, et donc mener l'enquête. Oui. Il y a une petite chose, après je te donnerai la parole Emma, effectivement, enfin c'est pas une petite chose, mais sur où au-delà de tout ce travail, peut faire déjà office de révélateur ou permettre de comprendre, et qui est aussi ton credo, qui est le pouvoir des histoires, et à travers lesquelles on peut se projeter, on peut se reconnaître, on peut s'identifier, on peut se remettre à rêver, on peut se remettre à éprouver du désir, de la joie, on peut se mettre à pleurer parce qu'on retrouve des émotions qu'on a eues. Et pour toi, tu m'as dit très spontanément, créativité et audace, pour moi, c'est le pouvoir des histoires, c'est le pouvoir des mots, et on est constitué de ça, mais celle des autres, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et effectivement, c'est aussi une des lignes, moi j'accompagne comme ça aussi, c'est de remettre les personnes et les femmes. On a une histoire aussi particulière en tant que femme, et on a un moment de l'histoire où en tant que femme, on peut se permettre des choses qu'ont pas pu forcément vivre nos mères et nos grands-mères, et bien sûr les générations d'avant. Et donc de dire aussi,
Voilà, on est l'héroïne de notre propre vie. Et on écrit une histoire entre le moment où on est et le moment où un jour on va mourir en fait. Et donc tout au long de cette vie qui est la nôtre, l'enjeu c'est de connaître un certain nombre d'évolutions pour aller de plus en plus vers nous-mêmes, vers un truc qui soit notre essence, qui soit notre joie en fait. Parce que je crois profondément qu'on n'est pas sur Terre pour souffrir, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, mais qu'on est pour aller toucher notre plein potentiel. Et on a chacune un potentiel de dingue. On peut faire plein de choses. On a quelque chose qu'on a à donner au monde, et en donnant ce qu'on a à donner au monde, on a quelque chose qui nous rendra profondément heureuse. Et du coup, il faut comprendre quelle histoire on est, en fait. Là où on est né, quelles sont les histoires qui étaient autour de nous et qui résonnent. Et puis peut-être aller débloquer ce qui était bloqué, les croyances fausses qui sont héritées de lignées, dont on n'a plus besoin d'en faire le tri. Et donc moi, j'accompagne en faisant écrire les gens. Pour aller de plus en plus vers ce potentiel-là et de dire « je suis héroïne et je suis l'auteur, l'autrice de ma vie, je décide des prochains chapitres, je décide des prochains pas, je fais des choix qui ne seront plus que ceux des lignées des gens avant moi ou de mon conditionnement social, aussi parce qu'il n'y a pas que la famille, il y a évidemment la société qui influe sur nos choix, et de dire non mais là en fait je vais travailler à temps partiel parce que moi je veux m'occuper de mes enfants, ou alors non je ne vais pas travailler à temps partiel, je vais travailler à temps plein parce que pour être la mère que je veux être pour mes enfants, il faut que j'aille conquérir ma liberté, mon autonomie financière et que j'ai des choses à me prouver professionnellement. Donc ce n'est pas des réponses blanc ou noir en fait, c'est des réponses par rapport à soi, à son essence et à l'évolution qu'on veut vivre, qu'on cherche. Oui, et ça correspond à un moment de la vie, c'est-à-dire ce que tu décris, effectivement, ça permet d'identifier ses besoins à l'instant T, qui n'étaient pas forcément les mêmes il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui ne seront pas forcément les mêmes dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, et où il faut là aussi s'autoriser à accepter ça, et en se disant aujourd'hui, là, j'ai besoin de ça dans ma situation, qu'elle soit de célibataire, de maman solo, de couple, de ma situation financière, mais je choisis pour maintenant. C'est ça, et puis aussi de se poser la question du sens. C'est-à-dire que pour moi, les histoires, elles viennent nous dire des choses. Alors les histoires qu'on lit, n'oubliez pas de lire aussi. Et du roman, vous n'êtes pas obligé de lire que du développement personnel, même si c'est super, mais allez lire de la fiction, allez vous relier à des héroïnes, allez chercher des ressources là-dedans. Parce que les histoires nous parlent fondamentalement des questions auxquelles on est confronté, nous, êtres humains, c'est-à-dire le deuil, l'abandon, la faillite, l'amour, l'amitié, et comment on fait la trahison, enfin toutes ces thématiques qu'on trouve chez Shakespeare comme chez Harry Potter, ou chez Automne emporte le vent, chez Scarlett O'Hara, enfin peu importe ce que vous allez lire, mais ça nous parle de la vie, et on a besoin, en lisant, de trouver des ressources pour notre propre vie, et en même temps ça nous éclaire sur le sens de ce qu'on traverse, de se dire ah bah là en fait l'enjeu c'est de rebondir, mais aussi de se remettre de cette peut-être trahison là, et peut-être je vais pas chercher la vengeance entre guillemets ou quelque chose qui soit autodestructeur pour moi, mais je vais inventer autre chose, je vais lui donner un autre sens à cette épreuve pour aller vers une autre direction. Donc c'est vraiment le sens des histoires entendu comme signification mais comme direction aussi. Voilà. Emma, qu'est-ce que ça t'évoque ? Moi, je rejoins évidemment tout ça. Je suis absolument d'accord, moi, pour accompagner aussi les gens avec du transgénérationnel sur la répétition des histoires. Mais justement, dans ce mot réinventé que tu évoquais tout à l'heure, je pense que s'approprier l'histoire de sa famille et pouvoir la connaître nous permet de naître à nous-mêmes. Connaître, c'est naître avec. Donc c'est une façon à la fois peut-être de sortir des schémas répétitifs et en même temps de faire avec. Moi, je crois beaucoup aux failles, je crois beaucoup aux fêlures, je crois beaucoup à nos souffrances. Pourquoi ? Parce que pour moi, les failles, c'est ce qui laisse passer la lumière, en fait. Si vous n'avez pas de failles, vous êtes totalement opaque. Donc, on ne peut rien faire avec ça. Ce qui va être intéressant, c'est ce qui va se fendre quelque part. C'est une forme de fêlure. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et dans les histoires, puisqu'on parlait des histoires, si vous lisez un roman, si vous regardez un film, si vous aimez des séries télé, il n'y a pas d'histoire sans conflit. Mais on ne peut vraiment pas créer une histoire
sinon on ne met pas de conflit. C'est-à-dire que si vous racontez l'histoire d'une princesse qui va bien dans un monde merveilleux avec un prince qui est heureux, ensemble ils ont une belle famille, ils ont des enfants qui sont beaux et en pleine forme, et ils sont dans un pays où tout le monde est heureux, et en fait tout le monde est heureux, et dans ce pays il fait toujours beau, et les enfants grandissent, et ils vont bien, et eux ils vont bien aussi, et je peux continuer comme ça pendant 2 heures, et au bout de 2 heures tout le monde dort, enfin même au bout de 10 minutes. Donc voilà. En revanche, si à un moment donné, cette princesse découvre qu'elle a quelque chose, une espèce de tache sur le corps et qu'elle ne sait pas ce que c'est, et que d'un coup les médecins viennent et on ne comprend pas ce que c'est, mais la tache grandit, et son mari s'inquiète et ses enfants s'inquiètent, et paf, on va pouvoir dérouler, et qu'est-ce que je vais faire après? C'est je vais ajouter du conflit. Sauf que la guerre se déclare, et d'un coup on se dit, mais mon Dieu, comment elle va s'en sortir avec... Et ça, c'est génial, parce que en fait, ça va nous permettre de créer des histoires. Or, vous et moi, toute la journée, toute la semaine, nous vivons face à des petits conflits. Et au lieu de les vivre comme quelque chose de négatif, ce sont des choses qui sont porteuses d'histoire, en fait. Et les failles, les grosses difficultés que nous avons à l'intérieur de nous, eh bien, c'est pareil. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre un mouchoir dessus, ça veut juste dire qu'il faut aller les regarder comme un terreau de créativité, comme une possibilité de transformation. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas dur. Moi, je suis psy, je reçois des gens qui vont vraiment pas bien. Donc je reçois des gens qui vont pas trop mal non plus quand même, hein, mais qui sont curieux, en fait. Moi, j'ai envie de dire ça, soyez curieux de découverte, et c'est comme ça que la créativité, en fait, va se mettre en place. Et je ne me souviens plus du tout de ta question, Sandrine. Petit conflit, ça vous fait rire? Parce que tu as très bien enchaîné. J'allais te dire que de ton côté, ce que tu m'avais dit quand on avait préparé ton intervention, c'était justement pour toi le mot qui ressortait, c'était ce mot de curiosité. Pour être ouvert, constamment ouvert, et ne pas se replier sur soi-même, mais que la curiosité, pour toi, c'était le moteur de ce qui allait pouvoir permettre aussi de traverser ces périodes d'évolution, de transition, et de se reconnecter. Oui, je crois qu'en fait, ce qui est très important, c'est de vous rappeler, enfin, on ne se le rappelle pas, évidemment, je ne sais pas s'il y a encore du son là-dedans, sinon c'est pas grave. Si. Je crois que ce qui est très important, c'est de se rappeler, donc, mais on ne se rappelle pas, ce qui se passe quand on arrive au monde. En fait, le petit bébé qui arrive au monde, il arrive dans un état conflictuel absolu. Je veux dire, il sort du ventre de maman, déjà, il était dans un endroit génial, où tout se passait bien a priori, et puis là, il arrive au monde et il ne connaît rien en fait. Il ne connaît rien, il ne sait rien de ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il est en colère. Donc quand vous pleurez, que vous êtes en colère, ne vous dites pas que c'est mauvais, c'est une bonne chose. Le bébé qui ne pleure pas et qui n'est pas en colère, il meurt. Hein? La première chose qu'on attend d'un bébé, c'est qu'il crie. Donc c'est une bonne chose. Et ensuite, il va découvrir. Et je ne sais pas si vous avez des enfants, des petits-enfants, mais regardez comme ils sont curieux, enthousiastes tout le temps. Ils découvrent. Et souvent, c'est ça que nous perdons. Et c'est très dommage, parce que être curieux, ça nous amène à une rencontre. Nous, on ne se connaissait pas tout à l'heure, et moi, j'ai envie de passer du temps avec toi aujourd'hui pour qu'on puisse échanger, en fait. Et je crois que la curiosité, c'est quelque chose d'absolument essentiel, et ce n'est pas du tout un vilain défaut, mais alors pas du tout. C'est une bonne chose parce que ça nous permet en effet de nous connaître, de nous approprier à nous-mêmes, de découvrir qui nous sommes. Et je rejoins cette idée de l'enquête, en fait. Nous ne sommes pas une personne, nous sommes des multiplicités de facettes de nous-mêmes. Et souvent, nous ne nous comprenons pas parce que nous sommes des êtres ambivalents. Hein, nous aimons notre mari et en même temps nous pouvons avoir du désir pour quelqu'un d'autre. Mince, comment c'est possible? En fait, tout ça c'est conflictuel, mais c'est génial. Ça ne veut pas dire qu'on va passer à l'acte, pas du tout. Mais ça nous met en démarche de nous dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qui suis-je en fait? Et au lieu de le vivre comme quelque chose de négatif, ça nous permet de nous ouvrir sur tiens, mais qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui fait qu'à cet endroit-là, d'un coup, je m'allume? D'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Et je crois que la curiosité, pour ça, c'est vraiment essentiel. Parce que, vous savez, quand vous allez dans une ville, je crois que ce qui est très intéressant, c'est de se perdre. Évidemment, d'avoir la carte. Évidemment, de pouvoir se repérer. Pour ça, on a besoin d'appui. D'où l'importance d'être accompagné.
pouvoir s'appuyer sur l'autre, c'est quelque chose de très important et c'est parfois difficile. Je ne vais pas rentrer dans toute une explication, mais en réalité, on a parfois eu du mal à s'appuyer à des endroits et on a appris à ne plus le faire. C'est très dommage, en fait. Quoi qu'il en soit, quand on a la carte et qu'on est dans cette ville et on a des repères, c'est génial. Eh bien, à partir de ce moment-là, acceptons de nous perdre. Parce qu'au moment où on va se perdre, on va faire une découverte. On va voir quelque chose sur un mur particulier. Ce sera peut-être un petit message. On va voir des enfants qui jouent au ballon. Et d'un coup, ça va nous faire penser à quelque chose. On va avoir un souvenir qui émerge. Je crois que ça, c'est très important. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la curiosité. Donc moi, je trouve que être curieux, c'est extrêmement intéressant. Et c'est ça qui nous... par exemple, on ne se connaissait pas, Sandrine et moi. On s'est rencontrés à la crèche. Nos filles jouaient ensemble, pas toujours d'ailleurs. Et il se trouve qu'à un moment donné, on a échangé par l'intermédiaire de mon mari. Et voilà, et on s'est découvertes, on a pris un café. Et puis, 5-6 ans plus tard, on développe des choses ensemble. Mais ça part de rien. Ça part de rien, ça part d'une rencontre. Et je crois qu'il faut être ouvert, en fait, et ne pas avoir peur. Mais c'est difficile. Tout ça, la curiosité qui permet de rester ouvert, de rencontrer déjà soi-même et d'autres, de retrouver de l'enthousiasme. Excuse-moi, mais je crois que pour se rencontrer soi-même, en fait, on se rencontre soi-même à l'occasion de l'autre. C'est à l'occasion de l'autre qu'on se rencontre. Et quand on se perd, parfois même dans le regard de l'autre, en fait. C'est ce que l'autre me renvoie qui va me permettre de me découvrir et de savoir qui je suis. Seul, on va vite, mais c'est ensemble qu'on va loin. On ne peut pas travailler... Enfin, moi, pourtant, je suis une indépendante. Enfin, je travaille beaucoup toute seule. Mais je crois vraiment que c'est aussi en étant avec les autres qu'on va se découvrir. Petit à petit, on avance dans cette théorie des petits pas. Comment on reconnecte à un moment tout ça avec l'audace? Qu'est-ce que c'est l'audace? On voit de partout, mesdames, oser, il faut oser. C'est un mot qui à la fois transcende, donne envie, fait peur, fait culpabiliser à d'autres moments, parce que notamment dans cette époque des réseaux sociaux, on se dit, mon Dieu, elle ose, elle ose, elle ose, ça veut dire qu'elle fait. Qu'est-ce que c'est pour vous l'audace et comment on utilise l'audace? Il y a un manuel d'utilisation de l'audace? Il y a quelque chose? Comment ça se passe avec l'audace? Oui, accepter de se casser la gueule. C'est le premier truc. Non mais franchement, oser, c'est accepter ce que je disais tout à l'heure, d'être nul, de se planter, en fait. Parce que si on veut absolument réussir tout de suite, ça ne marche pas. Moi, je me souviens que, et je vais vous partager une anecdote extrêmement personnelle sur cette histoire de création de mon spectacle. En fait, donc au départ, je voulais faire un truc de philo, et puis c'est à cause de toi, ou grâce à toi, Sandrine, qui avait monté quelque chose à la mairie du 9e, moi je me suis dit, voilà, si elle peut le faire, je peux faire pareil. Donc je me suis dit la même chose avec Séverine Vallet. Voilà. Vous voyez comme ça fait ça rebondit, en fait, et ce sont des histoires de rencontres. Donc je suis allée à la mairie et j'ai rencontré la directrice du cabinet du maire. Et je suis arrivée et je ne savais pas du tout ce que j'allais lui proposer, en fait, parce que ça s'est fait très vite. Et en fait, je suis arrivée au rendez-vous et je me suis dit, sois toi-même et dis les choses telles qu'elles sont. Et donc, je suis rentrée dans le bureau de cette femme. Alors, moi, ça m'impressionnait beaucoup. J'étais très bonne élève à l'école. Enfin, j'ai un rapport assez compliqué avec l'autorité. Et donc là, politique, j'étais vraiment dans mes petites chaussures. Enfin, j'avais super peur. Et ce que j'ai fait, c'est que je le lui ai dit. Je suis arrivée dans le bureau et je lui ai dit, excusez-moi, mais en fait, je suis extrêmement impressionnée d'être là. Ça s'est fait très vite, j'ai pas vraiment préparé et j'ai un peu peur d'être devant vous. Donc, elle a explosé de rire. Et alors, c'est pas quelqu'un de très sympathique en plus. Hein. Donc, et elle a rigolé et elle m'a dit, mais enfin... tout va bien, soyez tranquille, on va discuter. Et d'un coup, j'ai pu me libérer, en fait, juste en étant là. En revanche, si j'avais pas accepté d'aller à ce rendez-vous en étant nulle, le spectacle ne se serait jamais fait.
C'est vraiment des petites choses et ne pas avoir peur. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où je travaillais sur la lumière, comme ça, j'étais accompagnée, je discutais avec des gens et je me disais ce serait tellement génial d'avoir le créateur de la Fête des Lumières de Lyon et de pouvoir être en contact avec lui. Ce serait dément. Et là-dessus, je demande à différentes personnes s'ils veulent bien parrainer mon projet. Et puis, j'en discute avec une amie de ma mère qui est sculptrice. Et elle me dit, mais tu sais pas, il faudrait que tu parles de ton projet à Alain Guillot. Donc Alain Guillot, c'est le créateur de la Fête des Lumières de Lyon. Et je dis, oh là là, oui, tu crois et tout. Elle me dit, oui, fais-lui un petit mail, un SMS et tout ça. Donc j'ai fait, en me disant, il va jamais me répondre, avec mon petit bazar. Dans les 5 minutes, il m'a téléphoné. Et il m'a dit, mais c'est quoi exactement ce que vous faites ? C'est hyper intéressant. Ça s'est arrêté là. Et puis, quelques semaines plus tard, on s'est demandé comment on allait faire pour illuminer la mairie du 9e, qui est un lieu magnifique. Et j'étais en réunion. Et là, mon compagnon me dit, tu sais quoi, tu devrais appeler Alain Guillot. Je dis, oui, mais il n'y a pas d'argent. Ouais, appelle-le, tu n'as rien à perdre. Et je l'ai appelé. Et il m'a dit, mais évidemment. Je viens, je le fais, c'est une fête pour la lumière, etc. Et c'est des petites choses, en fait. Faut juste accepter d'avoir peur, c'est normal, mais juste surmonter ça. Juste essayer en surmontant. Mathilde ? J'avais envie de compléter ce qui vient d'être dit avec le... C'est bizarre cette impression depuis ici. Avec le travail qui est mené... par une femme qui s'appelle Brené Brown, qui est une américaine, qui est une chercheuse en sciences sociales et qui parle de la vulnérabilité, qui nous raconte que en fait, on peut rien faire de petit ou de grand, en fait, peu importe la taille, mais sans prendre de risques. Et prendre un risque, oui, c'est être vulnérable en fait, c'est se faire critiquer, être jugé, se planter, voilà. Donc ça va avec ce que tu as dit, mais en même temps. Le savoir, en fait, c'est fondamental, en fait. Pour oser, pour aller vers l'audace, oui, on va être vulnérable, mais il n'y a pas moyen de contourner ça, en fait. Sauf à rester bloqué et à ne rien faire et ne pas aller au rendez-vous et, en fait, finalement, mourir, en fait. Parce que si on fait rien, enfin, si on bloque, on est déjà dans son cercueil. Donc, si on veut oser, si on veut y aller, il va falloir y aller avec main dans la main, avec sa vulnérabilité, et c'est OK. Et autre chose que nous dit Brené Brown, c'est que nous, êtres humains, nous avons très peur de la honte. On a très peur d'avoir honte, en fait. On a très peur, quand on se plante, c'est ça, d'avoir honte. Et en fait, elle donne un peu une antidote à tout ça, qui est aussi de dire, elle le dit, elle l'applique à elle-même, il s'agit d'accepter les critiques et les jugements que de la part des gens qui prennent les mêmes risques que vous. Et là, en fait, il n'y en a pas tant que ça, en fait, qui vont se mouiller à chercher un rendez-vous à la mairie du 9e, à prendre la parole, à écrire un livre, ou à lancer une association, ou à montrer son business. Et du coup, si tout d'un coup vous dites « toi, tu n'es pas légitime pour me critiquer parce que tu n'as pas fait les mêmes choses dans ta vie. J'écoute pas ce que tu me dis. » Ou toi, sur les réseaux sociaux, qui me traites de sale conne parce que je sais pas quoi, tu n'es pas d'accord. Mais qui es-tu ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ou toi qui me dis que je suis grosse ou moche, parce que nous, les femmes, on a peur de ça aussi. Parce qu'on vient nous chercher là-dessus. Quand on fait des projets, on dit « non mais t'es bête ou t'es moche ou perds 5 kilos et reviens nous voir ». Enfin, c'est ça aussi. Et de dire « ça, ce n'est pas légitime en fait ». Et de quel droit ? Parce que c'est très facile de se mettre à la position du juge et de critiquer. Mais quels risques ils prennent ? Et voilà. Et donc de dire « ça, non ». Ça, quand on fait face à ça, Brené Brown, elle dit « on enjambe ». Voilà. On enjambe la personne et sa critique. On s'en fout. Voilà. Et ça, je pense que c'est un truc hyper important de dire « il faut accepter d'être vulnérable, parce que sinon... Et 2, les gens qui vous critiquent, vous regardez si, oui ou non, ils ont pris des risques, et s'ils n'en prennent pas, et si vous considérez qu'ils ne sont pas qualifiés pour vous faire des retours, vous enjambez ce qu'ils vous ont raconté, vous les enjambez. Voilà. Et vous continuez votre chemin. Même s'ils ont pris des risques, en fait. Vous pouvez évidemment écouter la critique, ça peut être très constructif. C'est pas, mais n'oubliez pas que vous êtes la seule personne à pouvoir diriger votre vie, en fait. Donc, à un moment donné, c'est important aussi d'écouter les critiques éventuellement de ceux qui ont déjà fait, mais de ne pas leur accorder un prix au-delà
de ce qui, vous, à l'intérieur de vous, vous semble juste. Et surtout, de ne pas donner autorité à qui que ce soit. Et ça, moi, je le dis à mes patients. Je dis, moi, je suis là pour vous accompagner. Mais attention, je ne sais pas pour vous. En fait, la meilleure personne qui sait pour vous, c'est vous-même. Il n'y a personne d'autre qui peut être le capitaine de votre bateau. Pourquoi ? Parce que personne d'autre n'a vécu ce que vous avez vécu avec la même histoire, dans le même contexte. En fait, personne d'autre n'a la même carte du monde. Donc, quand on a des critiques éventuelles, même de gens à un super niveau, et on se dit « Waouh, je voudrais faire exactement comme cette personne », on peut écouter les conseils, être ouvert, curieux, hein, mais ne jamais s'en remettre totalement à cela. Parce que c'est totalement désajusté, en fait. La personne ne peut pas savoir. Elle n'est pas Dieu, donc elle ne peut pas savoir. Qu'est-ce qu'on se fait comme cadeau quand on accepte d'être vulnérable, quand on accepte de se dire ok, je peux prendre le risque de me planter, parce que finalement, dans tout ce que tu décrivais aussi, même à travers ta petite fille, c'est le process d'apprentissage dans la vie pour toute chose. En quoi ce sont des cadeaux finalement qu'on se fait ? En fait, le cadeau énorme qu'on se fait et qui est essentiel, c'est qu'on est vivante, qu'on ressent en fait. Il n'y a pas de vie sans émotion en fait, et sans exploration. Et donc, ce qu'il y a à la clé, c'est d'être vivante, c'est de découvrir qui on est, d'aller toucher son potentiel, d'aller toucher à son pouvoir d'action, tout ce qu'on s'est dit en fait. C'est ça le cadeau en fait, c'est d'être pleinement une femme dans votre vie, aux commandes de sa vie. C'est souvent très difficile dans ces périodes, parce que c'est justement dans le regard de l'autre où on retrouve, et on le projette, c'est pas toujours le cas, mais c'est parfois ce qu'on projette, le jugement sur notre propre situation, parce qu'on se retrouve toujours dans une posture de on doit dire qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on en est là, et soi-même des fois on ne sait plus trop. Comment on peut, je vais rejoindre une autre notion dont tu m'avais parlé pour cette préparation, traverser tout ça sans perdre le fait que c'est un cadeau d'être en vie finalement. Et toi, tu m'avais parlé, Emma, de cette notion de temps. Parce que finalement, tout ce dont on parle, oui, c'est aussi un process. Ça prend du temps. Oui, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le processus. Et en fait, la créativité, elle n'est que processus. En fait, c'est comme s'il y avait... notre vie est faite de cycles et de ruptures. Il y a un livre assez complexe qui est sorti là, de Claire Marin sur le fait que nous sommes des êtres rompus. Je dis qu'il est complexe parce qu'elle l'écrit aussi avec une espèce de dureté comme ça de la rupture. Et la question de la rupture est compliquée. Et en fait, nous vivons des cycles avec chaque moment de la vie à un début, une montée et puis une fin. Et nous avons le sentiment que finalement ces cycles sont continus. Et puis à l'intérieur des cycles, nous vivons des tas de ruptures. Et c'est ce que nous, les psys, nous appelons la mise en place en fait des résistances ou des mécanismes de défense. Parce que ce que nous cherchons tous finalement, et ce que nous cherchons toutes, c'est à aller au sommet du cycle. Hein, en gestalt-thérapie, on appelle ça le cycle, le moment du contact, le plein contact, et c'est là qu'on va le plus ressentir. Sauf que dans notre vie, eh bien, il y a eu des tas de moments où on n'a pas pu atteindre ce plein contact parce que l'environnement n'était pas idéal, parce que maman ne pouvait pas nous écouter, parce qu'on a vécu des traumas, des guerres, des tas de choses comme ça, mais même des choses beaucoup plus petites, hein, qui sont quand je rentre à la maison et que je veux raconter à maman ma super journée, eh ben, maman, elle ne peut pas parce qu'elle s'occupe de ma petite sœur qui est malade. Sauf que ma petite sœur, elle est malade de manière chronique et papa, il bosse pour pouvoir gagner de l'argent, et puis maman, elle travaille aussi, et puis donc je raconte jamais mon histoire. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à un moment donné, eh ben, j'arrête de raconter. J'arrête de dire ce qui m'est arrivé et je grandis comme ça. Et c'est une bonne chose parce qu'en fait, j'apprends à ne plus souffrir à cet endroit-là. Donc je mets en place un mécanisme de défense. Sauf que mon mécanisme de défense, eh ben, je vais continuer à l'utiliser parfois quand il n'y aura pas besoin de l'utiliser. Mais pour pouvoir lever le voile, il va falloir que je devienne vulnérable. Et donc, je vais aller à l'endroit, et peut-être je serai écoutée, peut-être je ne serai pas écoutée. Et tout ça, ça crée des choses un petit peu compliquées. Et comment est-ce qu'on va faire ? Comment on va se sortir de ce système ? On va accepter de faire partie du système, on va accepter que ça prend du temps
que tout prend du temps. Hein, les enfants, pour apprendre à marcher, ils mettent du temps. Pour apprendre à parler, ils mettent beaucoup de temps. Je veux dire, ça prend 2-3 ans et ils n'ont pas encore tout le vocabulaire. Pour apprendre à lire, ça prend du temps. Et en fait, le temps, c'est quelque chose de génial. C'est un ami, en fait. On en dispose énormément. C'est une banque qui est illimitée tous les jours. On a 24 heures et c'est tous les jours pareil. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand ça s'arrête. Donc c'est un peu le mystère, hein, on joue à ça, mais on a du temps. Et la question est de savoir, c'est comment on va en disposer. Et on n'est pas obligé de le remplir. En fait, on peut juste aussi sentir, être là, être sur sa chaise et juste sentir le moment. Souvent, on apprend à ne plus sentir. Mais pour pouvoir sentir, il faut accepter que ça prenne du temps. Et c'est à cet endroit-là, dans cette espèce de vide, en fait, que va naître une forme de fertilité et de créativité. Et toutes les choses prennent du temps. Et de la même manière que se réinventer, c'est se réinventer. Écrire, tu ne vas pas me dire le contraire, j'imagine, c'est réécrire. C'est-à-dire qu'on n'a pas la bonne histoire tout de suite. Et devenir l'héroïne de sa vie, c'est aussi accepter que on prend un chemin et puis finalement on va en prendre un autre. Et tout ça prend du temps. Tout ça prend du temps. Ça ne se fait pas comme ça. Hein, au théâtre, on répète. Mais pourquoi on répète? Parce qu'on ne peut pas être bon tout de suite. Et les répétitions vont nous permettre d'accéder à quelque chose qui fonctionne. Et ça prend du temps. Enfin, c'est obligatoire. Je crois que, et je voudrais juste ajouter quelque chose sur la notion d'effort. J'avais écouté, c'était Christophe André qui parlait de la notion d'effort et je trouve que c'était vraiment intéressant. Et il disait, le problème dans notre société, c'est qu'on veut être génial tout de suite et on oublie qu'il faut faire des efforts, en fait. Mais, ou alors, quand on fait des efforts, on le vit comme quelque chose de négatif. Mais en fait, non. C'est quelque chose de positif. Et l'effort, il est lié à la répétition. Et la répétition, elle est liée au temps. C'est-à-dire qu'on va faire, refaire, un petit peu comme ma fille et son grand écart, là. Et ça prend du temps. C'est un processus, en fait. Et la création, elle est processorielle et elle marche par couches. Tout marche par couches. C'est une première couche pour arriver à quelque chose, puis une deuxième couche, c'est un millefeuille en fait, et puis une troisième couche, et puis une quatrième couche. Il n'y a qu'à regarder les danseuses étoiles, par exemple, c'est extraordinaire, on a l'impression que tout ça est léger et simple, mais en fait non, c'est des efforts, et c'est une première couche. Au début, on n'est pas bon, et puis on recommence, et on recommence. Et ça, c'est lié vraiment au temps. Donc le temps, c'est un allié en fait. Le fait que les choses prennent du temps, j'ai envie de dire, c'est l'éloge de la lenteur. C'est vraiment important d'accepter que les choses prennent du temps. Parfois, il y a des trucs qui vont vite, mais ce n'est pas quelque chose de négatif, en fait. Mathilde. Juste un truc aussi par rapport à cette histoire en transition professionnelle. On est parfois soumis au jugement des autres aussi parce qu'on a du mal à aussi parler de ce qu'on fait aussi. Et quand on rame, on a l'impression qu'on voit que les endroits où ça rame et peut-être nos échecs ou nos moments ou nos enjeux du moment. Et aussi, c'est là où il faut réfléchir à son histoire et aller chercher aussi d'autres victoires qu'on a eues et puis savoir sur quoi on communique. On n'est pas non plus obligé de tout livrer à son interlocuteur parfois, et surtout peut-être plus nous les femmes aussi, on est honnête, on raconte des choses et on dit nos endroits de vulnérabilité, mais peut-être pas toujours à la bonne personne, ou peut-être aussi qu'on a besoin aussi de parler de ce qui va bien et de nommer aussi là où on a été performant. Et donc peut-être qu'en ce moment on est en transition professionnelle, mais que par ailleurs on a lancé tel et tel projet dans le domaine associatif ou écologique ou parental, et qu'on peut aussi parler de nos victoires en fait. Et là aussi ça va avec ce qu'on se disait, en fait, on choisit quelle histoire on raconte. Il ne s'agit pas de manquer d'authenticité ou de mentir, mais on met le curseur et on peut décider de parler plus ou moins de telle ou telle chose, et pendant une période de moins parler de cette question-là parce qu'on est encore en processus et qu'on a besoin un peu de temps pour maturer et apporter une réponse. Donc oui, on n'a peut-être pas trouvé encore le bon job ou le bon projet ou l'entreprise qu'on va monter, ou peu importe, mais peut-être qu'on a fait tel ou tel autre truc en attendant et qu'on peut en parler. Voilà, donc choisir aussi quelle histoire on raconte, quel discours. Et là aussi, ça peut valoir le coup d'être accompagné pour savoir un peu comment on parle de soi. Et c'est va aussi quand on va à un entretien d'embauche et tout, ne pas arriver
avec le poids de nos défaites comme ça, mais plutôt de dire, ok, j'ai traversé telle et telle épreuve, voilà comment je m'en suis sortie en fait. Et ça, c'est aussi une question de curseur, de comment on raconte les choses. Oui, c'est tout à fait juste, d'autant que dans ces processus créatifs et même dans l'audace où régulièrement on nous dit quand on est dans des projets, il faut parler, c'est comme ça qu'à travers les échanges, mais il faut trouver ce bon curseur entre ce que l'on va livrer et de ce que l'on va garder. Exactement, parce que bien souvent, en tout cas moi je l'ai expérimenté toute ma vie, il y a dans tout process créatif, un moment de gestation où on est soi-même dans sa tête avec ses pensées, ses idées. Quand on en parle pendant ce moment-là, il y a toujours une chance sur une de rencontrer quelqu'un qui va, bien sûr, sur la même idée d'un seul coup, le voir avec ce qu'il est ou ce qu'elle est, elle ou lui, et donc va interagir dans mon truc. Et comme ce ne sera pas forcément faux, ce sera plutôt intéressant, on va se laisser envahir. Ça détourne en fait. Et exactement, ça nous détourne, on se disperse. Même quand c'est potentiellement à l'origine bienveillant, c'est du parasitage énorme. Oui. Il y a aussi le malveillant un peu plus clair et finalement qui est encore plus facile à affronter peut-être clair, quand on dit ah oui mais ça c'est pas pour toi ou tu pourras pas, et c'est la même chose dans l'audace. Dans l'audace, quand on dit tiens j'aimerais bien contacter et qu'on le dit en amont, on prend le risque en tout cas de s'exposer à un retour mais ça va pas bien, mais d'où tu vas te permettre de faire ça, mais n'importe quoi. Et ce curseur il est vraiment important. Oui, choisir son discours vraiment, comment on le porte, porte, à qui on va le dire, de ce qu'on va dire et à quel moment. Et c'est vrai qu'il y a plein de fois, souvent là on entend et ça fait partie du process, c'est important de parler, mais quand est-ce que je parle et à qui ? Et pourquoi je le fais à ce moment-là ? Et puis aussi de se rappeler, même en entretien d'embauche, c'est pas un détecteur de mensonges en fait. Donc c'est-à-dire, parce qu'il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une vision de la vérité. On peut donner plein d'interprétations aux événements qu'on a traversés. Donc aussi de choisir vraiment comment on raconte tout ça et d'être vraiment en position d'autrice. Enfin voilà, mettez-vous dans les baskets de aussi, je raconte une histoire avec une héroïne. Ah bah tiens, cette héroïne, au fait c'est moi et c'est mon histoire, mais je choisis comment je la raconte. Voilà. Oui, tout à fait, parce que je voulais rebondir sur ce que tu disais. Moi, j'entends souvent dans le cabinet des personnes qui ont des difficultés avec ça, sur le fait de taire des choses, parce qu'elles auraient l'impression de ne pas être authentiques ou de ne pas être honnêtes. Donc, d'aller à l'encontre de certaines valeurs. Et ça, c'est vraiment important de s'interroger aussi sur ce qui compte pour moi, mais comment ? C'est-à-dire beaucoup plus que sur pourquoi, mais c'est comment en fait. Comment je raconte, à qui, comment je choisis les personnes à qui je vais raconter telle ou telle chose. Et on n'est pas obligé de tout dire. Mais c'est très paradoxal en fait. De la même manière que je vous ai dit tout à l'heure face à cette directrice de cabinet, je viens en lui disant exactement dans quel état je suis sur le moment. En même temps, je ne lui ai pas raconté toute ma vie et sur le fait que j'ai eu plein de fois très peur et des choses qui ne se sont pas bien passées. L'idée, c'est vraiment d'essayer de sentir. En fait, ce qui est très important, c'est d'essayer, je crois profondément toujours, d'essayer de faire confiance à votre intuition. C'est-à-dire de pouvoir, mais pour ça, il faut se poser, mais de pouvoir se dire, OK, est-ce que là, je transmets cette information ou pas ? Comment je la transmets ? Et donc de choisir. Mais pour choisir, il faut d'abord sentir. Et souvent, quand on est perdu, on oublie de sentir. On va chercher des informations un peu comme un petit papillon, comme ça, et on y va, et puis on oublie de se poser et de sentir. Mais nous avons une boussole. Et même, j'ai envie de dire, même face à des figures d'autorité, parfois comme les médecins, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais à un moment donné, si j'avais écouté les médecins, je n'aurais pas une petite fille de 6 ans aujourd'hui en train de faire le grand écart parce qu'en fait, on m'aurait donné une pilule abortive. Donc, à un moment donné, c'est important de pouvoir se sentir et de pouvoir vraiment essayer de savoir ce qui est juste. Et à ce moment-là, de décider qu'est-ce que je transmets, comment je le transmets. Et en effet, là, je te rejoins complètement. C'est comme ça qu'on devient l'autrice de sa vie et en même temps l'héroïne. Et je rejoins ce que je vous disais sur
les histoires tout à l'heure et sur le conflit, ce que va faire un auteur, c'est qu'il va réfléchir à comment il va transmettre l'information. Si on a un principe en écriture qui s'appelle l'ironie dramatique, et l'ironie dramatique, c'est je dis plus de choses aux spectateurs qu'aux autres personnages. Et comme ça va créer, alors vous avez ça dans toutes les histoires de super-héros, mais vous avez ça dans un film comme Tootsie, enfin ce genre de choses. Il y a des gens qui ont plus d'informations, donc les spectateurs, que les personnages. Mais je peux aussi choisir de ne pas donner toutes les informations au spectateur et je vais choisir le moment au lecteur où je vais lui transmettre l'information. En scénario, ça s'appelle un cliffhanger. C'est-à-dire je vais donner l'information, mais vraiment à la dernière séquence du film, ou de la série, notamment, comme ça, ils vont revenir la semaine prochaine. Et ça permet de teaser, de comment je vais raconter l'histoire. Si on donne toutes les informations d'un bloc, il n'y a pas de mystère et il n'y a pas envie de revenir. Et c'est pareil dans la vie. Donnez pas toutes les informations, ça permet de créer du mystère et de créer du désir. Et de préserver ce qui est précieux et ce que l'on est en train de construire. Absolument. Et ça, c'est important.